Donc, merci beaucoup de participer à notre atelier maternité santé. Alors, je suis Christelle Figuer, je suis chargée de projet en prévention à la CPM de l'Hérault. Je suis Carla Charlot-Pisoni, sage-femme libérale sur Castries. Voilà. Alors aujourd'hui, on vous fait cet atelier en fait pour vous parler un petit peu des examens en fait de santé avant l'accouchement, après l'accouchement, vous donner un petit peu des conseils. C'est toujours des conseils, on ne vous oblige pas, mais sur comment réagir au mieux au quotidien au niveau de la santé du bébé à venir et de la vôtre. N'hésitez pas surtout à prendre du temps pour vous. Donc vous vous positionnez calmement, vous coupez le son de votre téléphone et vous pouvez nous poser des questions via le chat tout au long de ce webinaire. Donc vous voyez, il y a un petit onglet chat, là vous pouvez écrire et nous au fil de l'eau on va vous répondre aux questions. Alors, on va à peu près mettre 1 heure et demie sur le webinaire. Donc, n'hésitez pas, voilà, vous écrivez. Si jamais il y a d'autres questions, vous pouvez me les écrire par mail. Je peux les transférer après à la sage-femme. Alors, déjà, bienvenue dans la période des 1 000 premiers jours de l'enfant. Cette période-là va à partir de votre grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant et elle est extrêmement importante. Tous les scientifiques se tiennent à dire en fait que c'est à ce moment-là que la santé du bébé se joue. Donc, avant même la naissance et jusqu'aux 2 ans, dans son corps et son cerveau se développent de façon spectaculaire. Sa santé, son bien-être et ses relations commencent déjà à se construire. Pendant cette période, les enfants sont très sensibles, donc au milieu où ils grandissent et à leur première expérience de vie, ce qui influence durablement donc leur développement. Il est important de faire au mieux pour répondre à leurs besoins essentiels. On sait aujourd'hui qu'un enfant nécessite beaucoup d'attention, une bonne alimentation et un environnement sain et sûr. Alors, ces 1 000 premiers jours, c'est aussi un moment important pour la vie des parents. L'entourage ainsi que les professionnels de santé de la petite enfance jouent un rôle important d'aide et de conseil tout au long de cette période. Alors, bien sûr, vous avez des sites internet et des applications qui peuvent vous aider, mais surtout, appuyez-vous sur les professionnels de santé qui vous suivent, gynécologues et bien sûr les sages-femmes. Vous avez un site qui est très intéressant, donc les 1000premiersjours.fr. Vous avez l'application qui existe aussi. Vous avez plein de conseils et des questions du moment qui vous permettent en fait de répondre à toutes les questions qui pourraient vous passer par la tête, en complément toujours du professionnel de santé. Donc, je passe la parole à Carla. Alors, donc, vous avez la chance que la CPM fait toutes ces actions de prévention et, vraiment, et tous ces outils très, très faciles à utiliser. Parce que je vous assure qu'il y a eu une grosse amélioration et c'est pas pour dire, mais bravo. Alors, un suivi médical régulier. Alors, le suivi de la grossesse, il y a cet examen prénatal obligatoire, un par mois, qui doit être fait avec un professionnel, donc médecin, que ce soit généraliste ou gynécologue, ou sage-femme. Les sages-femmes peuvent suivre les grossesses physiologiques, ne l'oubliez pas. C'est quelque chose qui n'est pas très connu et pas très diffusé par les instances. Alors, donc, il y a 3 échographies pour suivre le développement du bébé, ça c'est sûr. Alors, sont 3 obligatoires, premier trimestre, deuxième trimestre et troisième. Il y a certains professionnels qui font des échographies vite fait, même durant les autres mois, s'il n'y a pas une nécessité vraiment importante, hein, une malformation ou autre qui est détectée ou un suivi sur un retard de croissance. Mais sinon, je vous mets en garde, méfiez-vous des sites non professionnels qui proposent des échographies 3D ou autres, juste qu'on appelle l'échographie plaisir, parce que ce ne sont pas des échographies qui ont un sens. Et, en ce moment, il y a vraiment beaucoup d'abus sur ce type d'échographie. D'ailleurs, il y a une action gouvernementale qui est faite pour voir la pertinence de toutes les échographies faites. Il y aura bien évidemment des examens biologiques qui sont des prélèvements sanguins ou des échantillons d'urine. Donc, quand on est enceinte, on sait qu'on est ça. Et après, il y a deux choses qui sont assez récentes. Le bilan prénatal de prévention avec une sage-femme, l'entretien prénatal précoce obligatoire à partir du 4e mois. On va revenir dessus
après. Les 7 séances de rééducation, préparation à la naissance qui sont depuis un moment avec un professionnel de santé, comme elle a dit Christelle. Vous avez beaucoup de choses sur les réseaux, mais avoir un professionnel de santé qui fait un peu la synthèse et qui arrive à vous donner à vous faire discerner le vrai du faux, parce qu'il y a de tout, ce n'est pas, en fait, vous avez droit à ça, vous avez des séances remboursées et ce n'est pas un plus. Et il y a aussi récemment donc le bilan bucco-dentaire offert pour l'assurance maladie du premier au quatrième mois de la grossesse. Donc vous avez ce calendrier que vous été envoyé dès que vous avez établi votre déclaration de grossesse. Donc vous avez, comme j'ai déjà dit, le suivi peut être fait en cabinet, en PMI ou disons à l'hôpital. Les cliniques, c'est rare qu'ils font des suivis de grossesse. C'est plutôt les médecins gynécologues obstétriciens qui travaillent dans des cliniques qui sont à la clinique pour vous faire ou à leur cabinet. Et les sages-femmes sont à leur cabinet ou à l'hôpital, le médecin traitant à leur cabinet. Vous avez toutes les coordonnées des professionnels de santé. Alors, la sage-femme référente est quelque chose qui existe depuis 2024. C'est enfin, en fait, les sages-femmes, ils ont toujours tout fait ça, mais là, c'était codifié et acté et reconnu par la Sécurité sociale. Votre sage-femme va vous donner ce texte que vous avez sur les diapos que je ne m'attarde pas à lire. Avant de vous faire signer parce qu'il faut signer donc un document pour que votre sage-femme référente soit la personne qui s'occupe de vous pendant et après la grossesse. Et en gros, elle coordonne euh, tout ce qui est nécessaire pour vous, dès la sollicitation, par exemple, d'un psychologue, une psychologue, la sollicitation de votre médecin traitant, voir avec un gynécologue s'il y a une grossesse pathologique, venir vous voir après à la maison avec les premiers suivis pour vous et pour votre bébé. Donc, accompagner, prévenir, guider, voilà, c'est les trois rôles plus importants. Comme pendant la grossesse, même avant la grossesse, des fois, il y a des femmes qui nous consultent pour avoir des bilans de prévention. Comme vous voyez, on a aussi des consultations préconceptionnelles qui sont cotées comme des consultations normales par les sages-femmes où vous pouvez aller voir des sages-femmes pour avoir des informations si vous le souhaitez. Donc, pendant la grossesse et après. Pour prévenir, il y a tous les conseils aussi sur la vaccination, les perturbateurs endocriniens, la dépression postpartum. Pour la prévenir, c'est très important d'être surveillé et vous guider si vous en avez besoin. Et voilà. Et la sage-femme peut faire tout ça, voilà. Et la sage-femme libérale ou de PMI peut réaliser aussi votre déclaration de grossesse, de préférence avant la 24e semaine, mais bien évidemment, sur des dénis de grossesse ou des patientes qui n'ont pas pu le faire avant, on peut le faire aussi après la 24e. La déclaration de sage-femme référente doit être faite avant la 21e semaine d'aménorrhée. Prise en charge 70%. Alors, l'entretien prénatal et prise en charge à 100% est hyper important, même si vous avez un gynécologue. Si possible, il faut qu'il soit fait après la déclaration de grossesse. L'idéal, c'est dans le 4e mois. De façon que vous prenez donc, attendez, je parle puis je lis parce que sinon, vous prenez donc un rendez-vous avec une sage-femme. N'attendez pas que votre gynécologue obstétricien vous dise de le faire, parce que des fois, il vous le signifie au 7e mois, et c'est mieux qu'on vous prenne en charge plus tôt. Ce n'est pas un examen médical, c'est un moment d'échange privilégié où on discute de vos besoins, de vos difficultés, de vos peurs, on vous aiguille sur le suivi de grossesse et sur les éventuels autres professionnels de santé que vous pouvez avoir besoin de rencontrer pendant votre grossesse. Alors, il y a une question, est-il possible de suivre la préparation de naissance avec une autre professionnelle de santé que la sage-femme référente? Alors, oui, je pense que c'est possible, mais éthiquement parlant, seulement si vous avez vraiment une spécialité dans laquelle la sage-femme n'est pas calée ou n'est pas préparée, oui. Mais si votre sage-femme s'en occupe, autant que ça soit elle, parce que ça va être un suivi plus global. Et après, sinon, vous pouvez faire des préparations avec des autres. Il y en a qui font, par exemple, des préparations de yoga, etc., en accompagnement qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale.
éthiquement, si elle vous suit, elle vous connaît très bien, elle serait en mesure aussi de vous préparer. Donc après, il faut en discuter avec elle. Donc, les 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité peuvent être faites donc, par une sage-femme ou un médecin. À l'heure actuelle, je n'ai jamais vu de médecin faire ça, moi personnellement. Individuel ou en groupe, ça, vous le verrez avec votre sage-femme selon le type de préparation que vous faites, le projet d'accouchement que vous allez avoir et qui va être discuté aussi, j'ai oublié, pendant l'entretien du 4e mois. Vous avez donc différents types de préparation selon les sages-femmes et on fait le point sur tout, de A à Z, de la grossesse, retour à domicile, l'allaitement. Après, bien évidemment, quand c'est un premier bébé, ce que je remarque, on a besoin d'une préparation beaucoup plus étendue sur plein de choses. Et sur le deuxième bébé, les patientes veulent revoir certains sujets, mais après, ils préfèrent faire des relaxations, des exercices de pilates, d'autres choses que vraiment le b.a.-ba qu'on peut avoir sur le premier bébé. Après la 21e pour la sage-femme, car je n'ai toujours pas vu ni contacté des sages-femmes, j'attendais justement devant le gynécologue. Mais c'est pas grave, vous allez la voir quand même et puis vous verrez avec elle comment ça se passe. N'attendez pas que ce soit le gynécologue qui vous dit de la rencontrer parce qu'on fait 2 choses différentes. Quand le gynéco fait le suivi médical, nous on fait le suivi d'accompagnement. Et sinon, pour les femmes qu'on fait les deux, ben on fait les deux. Mais Mm. sinon, n'attendez pas qu'il vous le dise, hein, parce que sinon, il vous le dit tard. Alors, les conseils de santé pour une grossesse sereine, très important. Alors, on parlera de tout ça. On va... Alors, ce qu'on appelle les petits mots, entre guillemets, des fois, peut être des choses très invalidantes, mais on ne savait pas euh, on savait pas quel titre donner à ce chapitre. Et Nous avons des questions, oui, pardon. ouais, attendez. Alors, j'ai été suivie par ma sage-femme et j'ai discuté du projet de naissance avec elle. J'ai ensuite rencontré une gynécologue à la clinique, mais ça n'a pas été abordé. À quel moment en discute-t-on avec la clinique? Merci. Il faut, la prochaine fois que vous allez voir votre gynéco, lui dire que vous avez préparé un projet de naissance. Peut-être que vous en avez juste discuté, mais il faut le préparer. Je vous conseille de le lire à votre sage-femme d'abord avant de le proposer au gynécologue. Le gynécologue aura à dire non seulement si votre grossesse est pathologique normalement. Donc, j'espère que le libre choix des femmes de comment accoucher et de comment mener leur accouchement soit respecté. Et normalement, il n'y a pas de souci. Vous verrez que s'il n'y a pas vraiment des raisons médicales importantes, votre projet sera accepté sans problème. Pour la sage-femme référente, est-elle attribuée ou nous pouvons nous rapprocher de n'importe qui? Non, non, vous pouvez rapprocher de n'importe qui vous aimez, mais vous ne pouvez pas en avoir deux. Alors, des fois, il y a des femmes qui papillonnent et qui font différentes sages-femmes avant de décider. Mm. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et après, c'est à vous de décider. Je sais que des fois, ça ne peut pas passer le courant avec quelqu'un et que vous voulez aller voir quelqu'un d'autre, mais voilà. Normalement, vous pouvez aller voir qui vous sentez mieux et qui est mieux adapté à ce que vous pensez. Et ce que font beaucoup de femmes, elles vont surtout sur la proximité. Parce qu'après, les sages-femmes doivent venir vous voir en postpartum, n'oubliez pas. Et il y en a que si vous êtes trop loin, elles ne viendront pas. Parce que c'est pas dans notre secteur. Alors, les petits maux de grossesse, les douleurs au niveau du dos, du bas-ventre, des hanches, crampes dans les jambes, on verra que ça, c'est une question d'alimentation, de mouvement, parce que l'activité physique pendant la grossesse a été souvent sous-évaluée. Maintenant, elle ressort en exorgue et il faudra vraiment pas en passer. Les crampes, des fois, c'est des problèmes de manque de magnésium, on verra. Constipation, ballonnement normal, entre guillemets, pour beaucoup de femmes pendant le premier trimestre de grossesse à cause de l'imprégnation hormonale qui ralentit le péristaltisme. Après, ça peut revenir à la normale. Changement du niveau des seins, pareil, ça c'est beaucoup au premier trimestre. Le deuxième, vous êtes tranquille. Et sur le dernier, vous pouvez avoir encore des modifications parce que vos seins, même si vous ne voulez pas allaiter, sont faits par la nature normalement pour nourrir le bébé de l'humain. Et donc, il se prépare à la nourriture. Fatigue, fatigue beaucoup premier trimestre. L'embryon veut bien se développer et donc il veut que sa maman se repose. Et surtout pour un deuxième enfant ou un troisième, quand on en a d'autres
qu'il faut s'occuper à la maison, la fatigue est décompliquée. Nausées, vomissements, pas tout le monde, heureusement, mais il y en a certaines qui sont vraiment, vraiment embêtées. N'hésitez pas à en parler à votre gynéco, à votre sage-femme, parce qu'il y a des solutions. C'est terminé le temps où on disait que c'était psychologique, que c'était pour attirer l'attention sur la grossesse. Pas du tout. Il y a des raisons scientifiques et nous avons la chance à Montpellier d'avoir euh, en fait, le chef de pôle de santé du CHU, qui est un des experts européens sur cette nausée vomissement quand il y a des cas vraiment très durs. Lui, il les traite super bien. L'insomnie, ouais, insomnie, oui, c'est aussi quelque chose qui peut caractériser votre grossesse ou l'hypersomnie, le contraire. Et la difficulté à dormir, je sais qu'elle est un peu pénible et on ne peut pas faire grande chose parce qu'on ne peut pas vous donner des médicaments trop forts. Et il y a une activité placentaire qui se déroule durant la nuit, qui vous réveille. Et donc, malheureusement, il faut prendre son mal en patience. Les édèmes, ça peut être un signe de hypertension qui va y être après, donc il faut faire vraiment attention, à part si ce sont des édèmes juste aux membres inférieurs, aux pieds, mais pas au début de la grossesse. Pour ce qui concerne la santé bucco-dentaire, les hormones, jusqu'à pas dire, comme on fut un temps, une dent, une grossesse, une dent. Et on peut protéger les gens des caries en essayant de ne pas manger beaucoup de sucre, alors de se brosser bien après avoir mangé des sucres. Vous trouverez toutes les réponses à ces questions en allant faire votre visite bucco-dentaire, parce que les dentistes sont les plus formés pour vous répondre sur l'anesthésie et les soins que vous pouvez avoir pendant votre grossesse. Un enfant aidant, prise en charge à 100%. Je conseille vivement à toutes mes patientes lors du rendez-vous du quatrième mois, et si je les vois avant, je leur dis même avant, qu'elles ont droit à cette prise en charge et à cette consultation bucco-dentaire. Jusqu'aux 6 mois après l'accouchement. Voilà, important. Alors, les médicaments. Alors, il faut savoir que quand vous êtes enceinte, il faut, primo, éviter l'automédication. Ça, c'est la première chose. Secondo, vous demandez à votre professionnel de santé, même si vous avez des logos sur les boîtes de médicaments qui vous orientent un peu, mais il y a des médicaments qui sont tolérés et c'est que votre professionnel de santé qui peut décider si vous pouvez le prendre ou pas, parce que nous, on a un centre qui nous donne toutes les réponses sur les médicaments que vous avez besoin de prendre. Et si on vous le prescrit, c'est que c'est à prendre. C'est-à-dire, même si vous trouvez un logo qui est effacé, ne vous inquiétez pas, parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir les patientes, mais Carla, tu m'as prescrit ça, et c'est interdit. Et puis, nous, on a le site, un site très, très référent du CRAT, qui est la référence qu'on a pour tous les professionnels de santé, et que ça soit en grossesse, soit en allaitement, si on vous donne le médicament, c'est que vous pouvez, euh, vous pouvez le prendre. Il faut éviter l'automédication. Et si vous avez un traitement à long terme, la personne qui vous prend en charge va vous dire si vous devez le continuer, si vous pouvez ou pas. Voilà, ne restez jamais seul, comme je vous l'ai dit, informé. Vous pouvez lire la notice, mais vraiment, le pharmacien aussi est là, mais parfois les pharmaciens, pareil, ils sont très, très prudents sur certains médicaments et certaines, effectivement, sont tolérées. Alors, l'alimentation, exercice physique, hyper important. Vous savez qu'il y a le dicton, nous sommes ce qu'on mange, et c'est vrai. L'alimentation variée, équilibrée. N'oubliez pas que vous n'êtes plus toute seule quand vous êtes enceinte. On peut être égoïste quand on est ben, notre individu sans avoir un enfant à porter, un embryon ou un fœtus. Donc, ce que vous mangez va passer directement en placenta chez votre bébé, très important. Donc, il faut que vous mangiez bien, mieux, pas pour deux, mais 2 fois mieux. Et vous pouvez manger sain même en respectant le budget. Il y a des compléments alimentaires que vous pouvez prendre, mais toujours ne faites pas de l'automédication. Demandez si vraiment vous en avez besoin sur la fatigue, etc. Parce qu'on sait très bien que parfois il y a des aliments qui sont comme des coquilles vides. Ils n'ont pas ce qu'il y a à l'intérieur de, enfin, qu'on présume qu'il y ait, parce qu'il y a eu des traitements auparavant. Ce n'est pas suivi une filière de qualité de l'aliment. Et puis, la chose plus importante, c'est les aliments frais. Et quand il y a un diabète pendant la grossesse, ne vous inquiétez pas, vous serez suivi et on vous dira ce qu'il faut manger ou pas manger. Alors, recommandations. Tous les aliments frais sont les bénéfiques pour la santé. Vous devez éviter tout ce qui est
conditionnés. Ça, c'est la première chose. Les fruits et les légumes pour les vitamines, les produits laitiers pour les protéines et le calcium, mais il y a aussi des légumes qui contiennent beaucoup plus de calcium qu'un verre de lait, notamment par exemple le chou. Les féculents pour l'énergie, le poisson, la viande pour les protéines. Limiter la consommation des produits sucrés parce que l'enfant va s'habituer aussi à un goût sucré de votre liquide amniotique. Et les enfants qui sont adeptes au sucre, après, c'est un peu compliqué de les sévrer. Salé, surtout pour la tension, etc. Le gras, parce que des fois, le foie est un peu, disons, alourdi par les hormones de la grossesse et parfois les nausées et les vomissements qu'on a au début sont dus à un problème de surcharge hépatique. Donc, évitez les choses gras. Alors, vous avez des dégoûts et des envies, respectez-les dans la limite du bon sens. Bien évidemment que si vous avez envie de faire des frites toutes les nuits, non. Mais c'est votre corps qui vous dit ce que vous devez manger ou pas manger, votre bébé qui vous le dit dans la minute du bon sens. Et puis, parlez toujours à votre professionnel de santé. Éliminez l'alcool, premier. Et après, voilà, il y a le réflexe Nutri-Score qui est très bien, maintenant est normalement, depuis peu, obligatoire sur tous les aliments qui sont vendus. Même les grandes marques qui avant avaient rechigné, il me semble qu'elles sont obligées maintenant. Alors, si vous mangez bien, si tout va bien, si disons, examens biochimiques, on voit que vous n'êtes pas anémié en début de grossesse parce qu'après, après, on fait un récontrôle vers le 6e mois, vous n'avez pas besoin de supplémentation. Bien évidemment que si les femmes vomissent beaucoup, ça, c'est une autre histoire. Vous avez tout dans l'alimentation. Le fer, le calcium, pour les femmes qui sont végétariennes ou véganes, il y a d'autres aliments absolument indispensables qu'elles doivent ajouter dans leur alimentation, comme les légumes secs, certaines espèces de fromages que ce n'est pas des fromages. Et souvent, elles savent, surtout les véganes, de quoi elles ont besoin pour se supplémenter. Et nous, on va faire des prises de sang aussi spécifiques sur la carence de certaines vitamines pour ces femmes-là. Le calcium, vous pouvez continuer à manger vos produits laitiers comme vous avez toujours fait avant, mais pas forcément plus. C'est pas vrai que quand on est enceinte, on doit consommer plus de lait ou plus de légumes. Vous continuez votre alimentation. Alors, les folates, hyper important. Normalement, si vous avez eu un projet de grossesse, vous avez été traité avec de la vitamine B9, donc que c'est l'acide folique, dans les 3 mois précédant la conception de l'enfant. Et on l'a fait continuer jusqu'aux 2 mois, les premiers 2 mois de grossesse. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. C'est juste la prévention de certaines maladies. Mais tâchez à bien manger tout ce qui est vert. Tout ce qui est vert contient de la vitamine B9. Donc, et pas qu'une fois par mois, une fois par semaine, il faut manger 2 fois par jour ou une fois par jour au moins. Fruits et légumes pour les vitamines et minéraux. Et vous avez aussi donc tout ce qui est oméga 3. Donc, il ne faut pas complètement, euh, disons, éliminer tout ce qui est huileux parce que c'est hyper important. C'est eux qui permettent le métabolisme des acides aminés. Donc, on ne peut pas tout enlever. Alors, certaines infections peuvent arriver par l'alimentation. Oui, 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 oui. Alors, vous avez la toxoplasmose et la listériose et d'autres. On vous parle de ces deux-là parce qu'elles peuvent être impactantes sur la bonne, au fait, sur la genèse du fœtus, au fait, sur ce qui est, pour que lui soit bien aussi, qu'il n'y a pas de malformation, etc. Quand vous êtes enceinte, que vous avez votre premier bilan de grossesse, on va vous tester pour la toxoplasmose. La listériose n'est pas testable. Lavez-vous régulièrement les mains. Quand vous mangez des... Alors, pour la toxoplasmose, normalement, votre professionnel de santé doit vous dire tout ça, hein. Les deux gros sujets, ce sont les fruits et légumes qui doivent être bien lavés, surtout celles qui sont en contact avec la terre, les viandes qui doivent être cuites à cœur. Ça, c'est pour la toxo. Pour la listeria, c'est une bactérie qui se retrouve dans tout ce qui est périmé et elle peut résister entre 0 et 4 degrés. Donc, faites attention aussi que tout ce qui est dans le frigo soit un roulement de péremption assez contrôlé et évitez de manger des choses périmées ou des sauces, etc. Le lait cru, il y a plein de choses, hein, si on pourrait faire qu'une diapo sur ça.
Faites attention à l'eau aussi, hein, parce que dernièrement, il y a eu des choses aussi sur l'eau. Donc, je ne sais pas si parfois j'ai envie de dire à mes patientes de boire de l'eau en bouteille quand elles sont enceintes. Même si nos eaux sont contrôlées, malheureusement, ça échappe à certains contrôles et on retrouve des parasitoses. Alors, les exercices physiques, très, très importants. Très importants. Alors, déjà, ça vous aide à mieux dormir. Améliore votre morale et niveau d'énergie, même 20 minutes par jour. 20 minutes par jour, c'est déjà pas mal. Minimum, je dirais. Parce qu'on ne peut pas dire, j'ai pas le temps, je bosse. Oui, on a toujours le temps. Si on reste 20 minutes sur le portable, ces 20 minutes, on peut les passer en faisant une marche, ne serait-ce que dans votre rue, euh, un petit exercice avec le bassin, etc. Vous aide à ne pas prendre trop de poids. Les femmes qui font de l'exercice physique ne prennent pas trop de poids. Soulage la constipation, parce qu'une des raisons de la constipation, c'est aussi la sédentarité, les maux de dos et les ballonnements. Pourquoi les maux de dos? Parce que le bébé, si vous restez debout, vous marchez, vous vous mettez dans l'axe, le bébé va se mettre dans l'axe. Et si vous restez toujours avachi sur votre canapé à regarder des séries, le bébé ne va pas se mettre dans l'axe. Donc, il doit y avoir des moments de repos pour vous, mais des moments d'activité physique sans forcément aller à la salle et faire des abdos, bien évidemment, et tout ça. L'activité physique participe au traitement du diabète car elle contribue à faire baisser la glycémie et permet aussi de mieux le contrôler. Alors, vous êtes sportive, le conseil que je vous donne, vous continuez le sport que vous faites, sauf si c'est un sport dangereux. OK? Et vous vous écoutez, parce que moi j'ai des patientes qui sont des profs de gym, des profs de danse, c'est leur métier, on ne peut pas leur dire tu arrêtes, c'est elles qui sentent. Et des fois, on doit leur dire tu arrêtes. Donc, il y a des exercices qui sont adaptés. Vous direz à votre coach, à votre entraîneur, à la personne avec qui vous faites le sport que vous êtes enceinte. Si vous faites du sport toute seule, essayez de trouver plutôt des exercices pour femmes enceintes qui existent, hein, voilà. Et après, vous continuez à faire ce que vous sentez, même s'il y a des, comme c'est écrit, des activités, des disciplines comme la marche, la natation, le yoga, qui sont plus douces. Selon certaines femmes, il y en a certaines qui courent jusqu'à la fin de la grossesse, d'autres non. Voilà, ça dépend vraiment des femmes. Les sports dangereux comme le ski, moi, j'éviterais pas pour vous si vous êtes des skieurs excellents, mais parce qu'il y a des gens qui peuvent venir contre vous. Si vous faites du rallye, cross, enfin, les Mm. sports dangereux, on évite. Voilà, OK. Et pensez à vous hydrater avant et pendant l'activité physique. Pour ce qui concerne le diabète, certaines femmes peuvent développer ce qu'on appelle diabète gestationnel ou intolérance au glucose. Parfois, ce n'est même pas un diabète qui demande un traitement. On met tout sur le non-diabète. Mais parfois, c'est une intolérance au glucose et il y a juste une surveillance glycémique qui vous est demandée. Et selon ce que vous mangez, ça se règle très bien. Et parfois, on est obligé de... les diabétologues ou les endocrinologues chez qui on vous envoie, si vous avez un diabète gestationnel, vont vous prescrire de l'insuline. Donc, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas lire tout ça parce que c'est quelque chose qui advient et que vous serez hyper bien suivi au cas où il y aurait un diabète gestationnel qui se manifeste. Et si vous avez des antécédents, tout ça, on va prendre tous les facteurs de risque en place, d'accord? Et si vous n'avez pas fait l'examen pour le diabète, c'est que votre professionnel de santé n'a pas pensé que c'était pour vous nécessaire de le faire parce que vous n'avez pas d'antécédents, pas de facteurs de risque et rien qui nous dit dans votre grossesse que vous pouvez développer un diabète. Voilà, ça aussi, tu peux aller. Il y a des diététiciennes qui sont proposées aussi Mm. en cas de diabète. Alors, le tabac, bon, on sait que le tabac, c'est zéro. Mais on sait qu'il y a des grosses fumeuses qui n'arrivent pas à d'arrêter. Et donc, sur ces femmes-là, il y a une prise en charge chez les tabacologues, les addictologues. Vous pouvez trouver de l'aide si vous souhaitez arrêter de fumer. Des fois, c'est possible. Donc, il y aura les substituts nicotiniques pendant la grossesse qui sont tolérés et qui sont prescrits selon votre état et selon votre consommation. Quand vous allez voir votre sage-femme ou votre médecin, vous en parlez directement, mais de toute façon, on le sent quand vous rentrez dans le cabinet. Si Mm. vous fumez ou pas, c'est qui a le nez le sait. Et donc, il faut pas, c'est pas une honte, hein, c'est pas une honte, c'est une maladie, c'est une addiction quelconque, comme l'alcool. Donc, ça se soigne et on le dit.
Et donc, on vous aide. Et si vous n'y arrivez pas, vous allez diminuer, mais il ne faut pas rester toute seule dans ce cercle vicieux parce qu'on sait qu'il y a une diminution des échanges placentaires. Il y a plein de choses qui se passent sur une femme qui fume pendant la grossesse. Donc, si on peut éviter, c'est mieux. Alors, pour ce qui concerne le vapotage et la chicha, alors le vapotage, on évite parce qu'il y a des trucs, en fait, il y a oh là là, ah, ça me vient pas le Des nom. molécules? Oui, des molécules chimiques Mm. dans ce qu'on prend et les substituts nicotiniques dans le vapotage qui peuvent être apparentés au tabac, mais qui n'ont pas la même cohorte d'études qu'à le tabac. Et la chicha, c'est une preuve d'étude niveau 5, C. Donc, il n'y a pas d'études, mais on suppose que. Il Mm. n'y a pas d'études. Mais si vous pouvez l'éviter, c'est mieux. Voilà. Je me suis renseignée sur la chicha parce que je ne savais pas. Ok, tu peux aller. Donc, objectif zéro tabac pour tout. Et celles qui fument et qui malheureusement ne peuvent pas fumer et qui étaient habituées à fumer à l'intérieur de leur maison, qui commencent à fumer à l'extérieur, sur un balcon, dehors si vous avez une maison, en bas de chez vous si vous n'avez pas de balcon. Comme ça, le fait de sortir, ça vous décalera aussi la cigarette et vous n'avez pas à avoir un environnement qui est pas du tout favorable au bébé quand vous êtes après, quand vous avez accouché. Et si vous avez votre conjoint ou conjointe qui fume, ben, il faudrait qu'ils arrêtent avec vous parce que c'est pas facile d'arrêter de fumer ou de diminuer avec un conjoint qui fume. Exactement le même discours pour l'alcool. Mm. Donc l'alcool, c'est une maladie, c'est une addiction. Euh, on est sur zéro alcool parce que si on dit autrement, les femmes se disent, ouais, mais Jeanne, je peux le boire, etc. Donc zéro alcool. Et les risques, alors les gros risques après les études sont sur la consommation d'alcool euh, non occasionnelle, mais régulière, et pendant toute la grossesse, vous développez le syndrome d'alcoolémie fœtale, qui est c'est quelque chose de très mauvais pour le fœtus. Pour éviter d'être tenté par des soirées alcooliques, moi je dirais même quand même éviter de boire de l'alcool pendant 9 mois. C'est faisable et il y a quand même des risques. Donc, ni la bière, ni le vin, ni les alcools forts, vous en buvez pas et basta. C'est comme ça. Après, maintenant, ils créent des bières sans alcool, du vin sans alcool. Oui, Donc, oui, mais il y a c'est quand sans même le alcool. goût et il n'y a pas l'alcool. Voilà. Bon, Il y a même le martini sans alcool c'est un substitut, voilà. pour faire les cocktails, que pas mal du tout, que moi je ne bois pas d'alcool parce que j'aime pas l'alcool, je le bois. Et franchement, c'est pas mal. Voilà, c'est toujours tatouer les connaissances. Il n'y a pas de seuil de consommation d'alcool sans danger, on ne sait pas. Donc, on arrête. À 0,5% dites sans alcool. Non, là, sans alcool, c'est sans alcool. C'est pas 0,5% pour moi. Le taux d'alcool, ça. Vraiment, je ne saurais pas vous dire, vous donner la réponse. Mais je me renseigne, mais 0,5%, c'est comme quand on a le Coca zéro et le Coca, il y a d'autres choses dedans qui font que... Moi, je dirais sans alcool, c'est sans alcool, c'est pas 0,5. Ben voilà. Alcool, tabac, autre drogue, parce qu'on va se pas surfermer sur les autres. Hein. Cannabis, très, très, très utilisé en France. Cocaïne, très, très, très utilisé en France. L'ecstasy, très utilisé. Ben, tout ça, on ne prend pas. Zéro. Zéro. Et souvent, les professionnels de santé vous posent la question sur alcool et tabac, mais des fois, ils ne posent pas la question. Il faut vraiment poser la question jusqu'au bout, parce que moi, ça m'est arrivé d'une femme. Non, je ne bois Mm, pas, je ne fume pas. Non, mais quand même, je sniffe de l'héroïne. Je dis pardon. mm, Pendant la grossesse, hein, elle le faisait tranquille. Parce qu'elle ne se l'injectait pas dans le sang, elle pensait que ce n'était pas mm, dangereux. Si, c'est dangereux. Je vous fais un exemple de mon expérience. mm. Voilà, c'est bon. Alors, la vaccination, c'est une façon de prévenir certaines maladies, d'accord? Vous êtes plus vulnérable face au virus. Une infection peut entraîner une autre. Et donc, différemment d'avant où on disait que les femmes enceintes ne devaient pas être vaccinées pour rien, maintenant, il y a des vaccins qui sont conseillés et non pas obligatoires. Donc, vous êtes sur votre balance risque-bénéfice de chacune.
vous allez mettre les risques et les bénéfices pour vous de ce vaccin. Et nous, on vous dit lesquels sont ceux conseillés. Alors, le vaccin contre la grippe est conseillé pour les femmes qui ont une grossesse hivernale. Le vaccin contre le Covid aussi. Et conseiller aussi, peut-être qu'il y a un autre diapo, regarde. Voilà. Il manque un vaccin là. Alors, la coqueluche, OK, on a, si vous n'êtes pas à jour de votre, sur votre calendrier vaccinal, on vous la recommande. On ne fait pas les vaccins pour la varicelle, la rubéole et tuberculose parce qu'ils doivent être évités pendant la grossesse. La varicelle, ben, on essaie, si on n'a pas eu la varicelle, de ne pas se mettre en contact avec des enfants qui ont la varicelle. D'habitude, vous le savez, les parents ils vous le disent. Mm. Et c'est surtout à la fin de la grossesse, contrairement à d'autres maladies virales qui sont plus euh, dangereuses pour le fœtus dans le premier trimestre. La varicelle, c'est à la fin. Et pour les femmes qui accouchent entre septembre et mars, on vous conseille de faire un vaccin entre la 32e et la 36e semaine de grossesse, qui est le vaccin contre le VRS, que c'est le virus syncytial de la bronchiolite. Donc, c'est un vaccin classique. Ce ne sont pas des anticorps monoclonales, comme ceux qui seront injecter à votre enfant si vous ne le faites pas, si vous donnez l'autorisation parce que ce n'est pas obligatoire. Tandis que celui-là, c'est un vaccin classique qu'on vous fait à vous. Vous, vous allez produire des anticorps contre ce virus que vous transmettez à votre bébé. Et c'est pour ça qu'en France, on dit de le faire entre 32 et 36 semaines, de façon que vous avez le temps de produire ces anticorps et en même temps de ne pas, parce qu'on n'a pas encore les études sur menace d'accouchement Mm. prématuré, etc., du vaccin, donc c'est entre 32 et 36. Et comme ça, vous allez, le bébé qui ne va pas avoir l'anticorps monoclonal à J2, donc à 48 heures. Voilà. Donc moi, je vous conseille plutôt ça si vous voulez, parce que pareil, ce n'est pas obligatoire. Voilà. Alors, sur la santé émotionnelle, il y a plein de choses à dire. Vous n'êtes pas qu'un utérus avec un bébé dedans, deux trompes et deux ovaires. Vous êtes une femme entière tout autour et vous avez une partie émotionnelle très importante. On sait très bien que tout ce qui reste et tout ce que vous ressentez va être capté par votre enfant qui est comme une éponge. On ne peut pas s'en vouloir et dire ah, mais je veux pas être triste parce que mon enfant va l'être, ah, je ne veux pas être contente que mon enfant va l'être. Vous vivez votre vie de femme. Mais il faut savoir que les hormones peuvent changer un peu votre perception de certaines émotions, qu'on peut avoir une dépression pendant la grossesse ou dans le postpartum. Qu'on peut être plus inquiète, on est sur une transparence psychique très très importante quand on est enceinte. Donc, n'hésitez pas à parler de ça lors de l'entretien du quatrième mois avec votre professionnel de santé, notamment la sage-femme. Certaines gynécos sont formées sur cet aspect-là, la grande majorité non. Donc, vraiment, au niveau de la santé mentale, n'hésitez pas, vous n'êtes pas toute seule. Si vous ne vous sentez pas bien, il faut le dire, on peut vous aider. À Montpellier, on a un dispositif très, très bien fait, par exemple, dans toutes les maternités, avec des sages-femmes référentes, des psychologues formés sur la psychopérinatalité, des pédopsychiatres qui peuvent s'occuper aussi de la femme et de l'enfant de devenir. Et nous, on va vous diriger et on ne va pas vous laisser seul, ni pendant la grossesse, ni après la grossesse. Et en plus, à partir du septième mois de grossesse jusqu'à 2 mois après l'accouchement, tout ce qui est prise en charge psycho et pédopsie est prise en charge par la maternité. Vous ne devez pas avoir à payer comme on paye un psychologue, même si maintenant vous avez pas mal de psychologues qui sont sur mon parcours psy que vous pouvez trouver sur amélie.fr dans actualité. Et vous avez mon parcours psy et mon parcours psy est très très bien parce que vous avez toute la liste des psychologues qui adhèrent à ce dispositif de la sécurité sociale et pour lequel maintenant il n'y a plus besoin d'avoir même pas une ordonnance d'un Mm. médecin. Alors, j'ai fait le vaccin contre la grippe et le Covid samedi dernier. Y a-t-il un délai à respecter pour faire celui contre la coqueluche? Vous êtes à quel moment de la grossesse, madame? Je vous suggère d'attendre, moi, au moins 15 jours, tout, sauf si vous êtes à la fin de la grossesse. 8 mois, 8e mois. 8e mois. 8 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 mois.
Euh, une semaine, au moins 10 jours, ça serait bien. Alors voilà, il ne faut pas rester seul, hein. N'hésitez pas à demander l'aide à votre entourage, parler à un professionnel de santé. Et il y a aussi L'application 1000 premiers jours, voilà, ouais. Mm. l'application qui peut On en vous aider parlait parce tout que à c'est l'heure. très bien fait. Il y a aussi le score d'Édimbourg Baby Blues, ouais. que moi je fais d'habitude quand je rencontre mes patientes. Voilà. Je leur laisse le temps de prendre les Mais coordonnées. nous, négligez pas votre côté émotionnel, psychique, parce que vous êtes tout, un tout. Recommandez-vous de la Brisevaux chez la femme enceinte, en sachant qu'il est assez récent? Je ne sais pas quoi en penser, merci beaucoup. Alors, je suis comme vous, mais je dois choisir entre cela et vacciner un enfant après. Je préfère que ce soit un vaccin. Il est récent, madame, c'est un vaccin qui est fait avec un virus atténué, comme c'était fait tous les vaccins en fait, avant. Ils ont donné leurs preuves. Donc, si vous faites ça, votre bébé aura des anticorps. Et alors que si vous ne le faites pas et que vous accouchez jusqu'au mois de mars, il y aura la possibilité que le bébé ait une injection intramusculaire d'anticorps monoclonaux, qu'on appelle vaccin, mais en effet, c'est des anticorps monoclonaux, et qui sont faites au bébé. Mais tout ça n'est pas obligatoire. Donc, il faut que vous mettez sur votre... Nous, on vous le conseille, mais vous mettez sur votre balance risque-bénéfice sur ce que vous sentez qui est mieux pour vous et pour votre bébé. Je le fais, je suis tranquille parce que je sais que mon bébé sera protégé. Ou alors, je ne le fais pas parce que je préfère ne pas le faire. C'est vous que vous devez le savoir. Nous, on vous conseille, mais la décision est la vôtre parce que ce n'est pas des des vaccins obligatoires pour l'État. Alors, on m'a dit de faire les deux vaccins grippe et coqueluche le même jour. Quels sont les risques? Je suis à 6 mois de grossesse. Il n'y a pas de risque. Il y a des différents, disons, avis des différents professionnels de santé. Celui que je vous donne est le mien et je l'assume. Vous inoculez quand même 3 virus et vous n'êtes jamais malade, souvent de 3 maladies à la fois. Donc, laissez un peu à votre corps la possibilité, à votre système immunitaire, de métaboliser déjà 2 virus de grippe Mm. et la coqueluche. Bah, si vous l'avez fait, vous l'avez fait, hein. C'est pas, il n'y a pas de risque. Mais votre système immunitaire doit travailler énormément pour faire face à cette inoculation. Et si vous lui laissez un peu de temps, peut-être qu'il va être plus à l'aise. Alors, bonjour mesdames, je suis enceinte depuis le 25 mai. J'ai réalisé le vaccin de la coqueluche le 29 octobre par une sage-femme. J'ai changé de sage-femme. Cette dernière me dit que je l'ai eu trop tôt. Est-ce exact? Merci beaucoup. Alors, je suis enceinte depuis le 25 mai. Non, parce que alors, il y avait des indications sur le vaccin de la coqueluche, mais maintenant, j'ai rencontré la visiteuse médicale qu'elle m'a dit que ça va être étendu pendant toute la grossesse. Après, si vous êtes déjà à jour de votre calendrier vaccinal, c'est un plus, hein. C'est un plus. Parce que votre bébé sera quand même vacciné contre la coqueluche à 2 mois et demi. Alors, santé environnementale et grossesse, très important, hein. La grossesse et l'arrivée d'un enfant sont vraiment une occasion pour se dire, je peux changer ma façon de faire vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de moi et surtout du bébé à venir. Apprendre un peu quelles sont les substances chimiques que je dois éviter, leur effet potentiel sur ma santé et forcément la santé du bébé et de mon entourage. Comment savoir si les produits de nettoyage, maquillage, bricolage au travail que j'utilise sont dangereux. L'exposition à la lumière bleue, quelques gestes pour aider une exposition aux substances toxiques. Moi, par exemple, quand je rencontre mes patientes, je leur envoie carrément Mm. un- par WhatsApp tout un travail qui était bien fait par le réseau santé et maternité de PACA, parce que je n'en ai pas Mm. trouvé un. Mais si vous faites le vôtre après, il faudrait peut-être voir si c'est mieux ou que les gens viennent Oui, participer à votre je atelier. profite de webinaire pour Voilà, vous dire que voilà. à partir de l'année prochaine, les caisses primaires d'assurance maladie vont mettre en place un webinaire spécifique santé environnementale, donc à destination des femmes enceintes, des futurs parents et aussi des parents de jeunes enfants. Donc vous serez certainement invités cette fois via votre compte Amélie.
c'est très important. Moi, je vous conseille de le faire, même si vous avez déjà accouché, même si vous avez un projet de bébé dans un an, faites-le. C'est hyper important. Oui, ça concerne tout le monde en Ça fait, hein. concerne tout le monde Mm. et je sais qu'à l'hôpital Arnaud de Villeneuve, ils le font, mais ils sont toujours débordés. Et l'occasion d'avoir un webinaire où vous êtes chez vous et vous apprenez les choses, Mm. c'est très très bien et encore merci à la CPAM. Alors, donc, la pollution de l'air, l'exposition de substances chimiques, les perturbateurs endocriniens, les solvants, les pesticides, les habitudes et les modes de vie, l'impact sur votre santé. Alors, les perturbateurs endocriniens sont des substances qui vont arriver, donc, soit c'est une substance tout seul, soit c'est des mélanges chimiques qui vont arriver aux glandes endocrines et donc, ce sont les glandes qui produisent normalement les hormones. Et donc, ça va donner un bouleversement hormonal dans le corps. Et on a vu qu'il y a pas mal de tout ça dans notre quotidien. Donc, on peut les retrouver à domicile dans certains contenants alimentaires. Je vous conseille vivement de remplacer, si c'est possible, petit à petit, parce que je sais que c'est un coût, tous les conteniteurs que vous avez en plastique, de les remplacer avec du verre ou de l'aluminium. Les ustensiles de cuisine, faire attention qu'ils ne sont pas avec il y a certains couteaux et certaines choses qui sont recouvertes par une espèce de produit, une pellicule, comme c'était les Tefal, au fait, comme les poêles. On vous conseille de prendre des poêles ou en céramique ou en aluminium. Les parfums d'ambiance, les cosmétiques, beaucoup de cosmétiques ont beaucoup de perturbateurs endocriniens, les matériaux de construction, l'ameublement de décoration, donc on évite de bricoler avec le mari qui est en train de préparer la chambre pour le bébé Mm. ou rénover la maison, sauf si vous êtes sûr que tout ce que vous utilisez ont des écolabels qui vous conseillent, qui vous confirment que ces produits ne sont pas perturbateurs. Alors, je vous conseille de ne pas poser des ongles ou de vernis permanent si vous êtes enceinte, merci. Parce que dans les vernis permanents, alors c'est vraiment prouvé qu'il y a un perturbateur endocrinien. Évitez aussi de faire les colorations pour les cheveux, que pendant un certain temps on a dit que c'était OK, mais faites-les plutôt avec des choses, des produits végétaux. Il y a des coiffeurs qui s'abstiennent de les faire aux femmes enceintes, d'autres qui leur disent que c'est possible et d'autres qui le font avec végétal. Donc, parce qu'ils s'aperçoivent que depuis qu'on dit ça, il y a Mm. moins de travail. Alors. Voilà, donc l'étiquette caisse, plastifiant, retardateur de flamme, les détergents, tout ce que vous sentez que ça sent chimique, au fait, sentez parce que votre nez, vous êtes super protégé pendant la grossesse par votre odorat que vous avez sûrement remarqué qui est développé. Et donc, l'odorat développé, c'est un héritage de nos anciens, comment ça s'appelle, de nos ancêtres qui étaient dans la forêt, dans les grottes et qui devaient se protéger des animaux et de tous les dangers. Et donc, la femme enceinte est protégée. Ma Sacha me dit que je peux me colorer les cheveux sauf les racines. Ah, d'accord. Les racines, alors, les racines sont celles qui absorbent le plus et qui absorbent aussi au niveau du cuir chevelu. Mais on sait très bien que si vous faites les racines, tout le cheveu absorbe. Donc, c'est mieux que rien, mais c'est mieux, personnellement, vu le principe de capillarité du cheveu, ça va monter jusqu'en haut. Donc, après, vous faites comme vous le sentez. Je ne peux pas dire pourquoi ma collègue vous a dit ça. Peut-être qu'elle ne connaît pas le principe de capillarité, mais demandez-lui, vous lui dites, j'ai entendu ça, et voir ce que vous dit. Donc, la pollution environnementale, on peut y agir avec des gestes simples comme aérer la maison 2 fois par jour de 10 minutes au moins, pour ce qui est tout anthropotoxines que nous, on produit avec notre haleine, notre respiration et avec s'il y a tout ce qu'il y a dans les produits d'hygiène, etc., dans les produits pour faire un nettoyage. Voilà, ça, ok. Éviter de fumer à domicile, réduire l'usage des détergents, sprays parfumés. Donc, prenez plutôt savon solide nettoyant vapeur ou on a donc pour faire le ménage
le vinaigre, le bicarbonate qui sont naturels. Voilà, limiter l'exposition en fait, comme la cuisson, je vous ai dit, les appareils disposant des lumières en LED, là qui vient le Noël. Mm. N'ayez pas trop. Ne restez pas devant le micro-ondes quand le micro-ondes est en marche. Ça, c'est un truc qui est depuis longtemps, on le dit, pour les femmes enceintes. Euh, et voilà, et après, essayez de ne pas prendre des, des jouets ou des, comment dire, il y a des choses qui sont vendues par certaines chaînes qui ne sont Mm. pas contrôlées au niveau européen pour ce qui est le contrôle des produits chimiques et le contrôle des circuits électriques de certains jouets. Il faut faire attention. Je suis enceinte de 7 mois et demi le 10 décembre et j'ai rendez-vous chez le coiffeur pour justement une couleur. Vous me déconseillez du coup? Alors, 7 mois et demi, vous êtes presque à la fin de la grossesse. C'est mieux que faire une coloration dans le premier trimestre. Ça dépend du type de coloration que vous faites. Moi, maintenant, à mes patientes, je le déconseille. Personnellement, à mes patientes, je le déconseille. Demandez à votre coiffeur de vous faire quelque chose de végétal. Parce que ça existe et ils sont en mesure de pouvoir l'acheter s'ils le veulent. Donc, protéger les sources d'exposition dangereuses, vapeur, solvants, pesticides. Dans mon travail, ouais. Et même au travail. Au Mhm. travail, c'est hyper important, hein. Pour celles qui travaillent comme ça, il faut aller voir vraiment la médecine du travail parce qu'ils peuvent vous faire des dispenses Mhm. de vous faire autre chose ou vous mettre sur un arrêt maladie à cause de l'exposition à d'agents toxiques. Voilà, et il ne faut pas avoir forcément beaucoup de moyens pour pouvoir améliorer déjà votre environnement et les conditions de votre environnement et même l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Moi, je ne veux pas faire du terrorisme sur ça, c'est loin de moi, mais il y a des choses toutes simples et dès que vous les mettez en place, ça change déjà la donne. Il ne faut pas attendre beaucoup de temps et c'est facilement récupérable. Donc, vous ne devez absolument pas avoir de sensation de culpabilité en disant, je n'ai pas fait attention jusqu'à maintenant, ce n'est jamais trop tard, il n'y a pas de souci, vous vous mettez à faire ça, à aérer, à faire attention aux produits, et ça sera toujours mieux que ne pas le faire. Bon, pour en savoir plus, donc vous avez tous ces QR codes qui sont super bien, et vous avez tous les perturbateurs endocriniens, et tout ça. Puis ça, vous le montrerez dans votre atelier. Oui, sûrement, mais déjà, bon, on peut en Déjà, parler un pour le petit bon, peu. vu que c'est pas, Voilà, vous bon, les allez sur le QR code. l'application 1000 premiers jours, elle est très bien faite et également l'UFC Que Choisir. Ça Oui, ça s'appelle c'est Quel bien. produit? Ça c'est bien. Et pour aller encore plus loin, pour bien choisir les labels, vous avez le site de l'ADEME et Scan 4 Chem pour réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Alors, vous avez ces quatre-là. Je vous les laisse un peu afficher. Alors, normalement, j'ai testé, les QR codes fonctionnent, mais il faut quand même avoir un gros écran. Sinon, vous notez juste les noms, vous les retrouverez quand vous téléchargez les applications. Et quand vous allez regarder des avis, faites attention que ça soit donné par des études comme ça qui ne sont pas dirigées. Parce que si les études sont dirigées, c'est sûr qu'il y a des biais. Allez-vous parler de l'allaitement? Comment s'y prendre pour Non, stimuler le lait si on a une césarienne programmée? non. Comment s'y prendre pour commencer? Combien de temps essayer? Alors, non, Alors, on n'a pas c'est pas le précisé. but de ça, mais si vous avez besoin de savoir, sur une césarienne programmée, c'est vraiment possible à l'été, comme pour toutes les autres femmes. Et n'hésitez pas à le demander à votre sage-femme. Et je ne sais pas où vous aurez votre césarienne, mais par exemple, si vous avez une césarienne programmée et que vous allez accoucher à l'hôpital, ADV, le CHU, il y a carrément une équipe et une sage-femme référente césarienne programmée qu'elle s'occupe, mais vraiment dans la bienveillance. C'est vraiment une équipe extraordinaire pour ça. Si vous allez dans les cliniques, peut-être qu'il y en a, mais moi, je ne suis pas à connaissance. Et n'hésitez pas à demander à votre sage-femme parce qu'il y a carrément moi, par exemple, je consacre un de mes rendez-vous de la préparation à naissance des 7 dont vous avez besoin que pour parler d'allaitement.
Après, vous avez des conseillères à lactation qui sont super bien préparées. Ils ont des labels reconnus et c'est souvent des professionnels de santé à la base qui font cette spécialisation qui peut vous aider aussi beaucoup. Alors, dans la salle de bain, ben là, il y a toutes les choses dont on a parlé. Il faut qu'on y... Alors, je vois quelqu'un qui demande si je vais envoyer le PowerPoint. Alors, non, je ne vais pas envoyer le PowerPoint. Par contre, ce webinaire-là, il va être hébergé sur le YouTube de l'assurance maladie de l'Hérault. Quand ce sera fait, je vous renverrai un mail avec le lien sur lequel vous pourrez cliquer et vous pourrez le revoir quand bon vous semble et même en faire part à vos connaissances qui en auront besoin. Ça, on l'a déjà dit. C'est juste un schématique. Oui, c'était juste pour Oui, l'avoir voilà. en image. Oui, c'est très bien, mais sinon, on n'arrive pas tout. Hop, alors, votre synthèse, celle de votre enfant, retour à domicile. Dès votre sortie de la maternité, normalement, ce serait bien de prendre contact, c'est écrit en orange, avec une sage-femme avant l'accouchement et confirmer le rendez-vous avec elle lorsque vous aurez accouché. Parce que pour nous, c'est assez compliqué de vous prendre quand vous avez accouché et venir vous voir. On ne vous connaît pas, on ne sait pas qui vous êtes, au moins que on vous a vu une, voire deux, voire plusieurs fois avant. Mais en tout cas, on vient vous voir même si on ne vous connaît pas et vous avez un suivi à domicile par une sage-femme dès votre sortie et ce jusqu'au 12e jour. Alors, bonjour. Quelle est la température idéale pour la chambre d'un bébé à naître et d'un enfant de 2 ans? Alors, ils vous disent que la température idéale, c'est 19. Des fois, c'est pas possible de l'avoir. Donc, si vous avez 19, c'est quand même des enfants qui sont couverts avec un pyjama. Pour le nouveau-né, il y aura la gigoteuse et pour l'enfant de 2 ans, il y aura la couette. Euh, Ça ne doit pas être trop chaud, ça ne doit pas être hyper froid. Si ce n'est pas possible, vous modulez les vêtements de l'enfant selon la température de la pièce. Si vous avez un chauffage généralisé qui vous met 20, 21 dans la chambre, c'est sûr qu'on ne va pas habiller un bébé de la même façon parce que l'enfant de 2 ans peut se découvrir, mais le bébé, non. Et on module par rapport à la température de la pièce que vous pouvez avoir. Donc, l'entretien postnatal précoce, c'est un entretien qui se déroule entre la 4e et la 8e semaine, mais ce n'est pas un rendez-vous où on contrôle vos paramètres médicaux. C'est une rencontre qui sert à voir ensemble comment vous allez du point de vue psychique, émotionnel, comment s'est passé l'accouchement au niveau de votre vécu, si votre projet de naissance était respecté, etc., etc. C'est pas la séance postnatale où on va vous faire donc un contrôle vraiment physique de votre col de l'utérus, on parle de contraception, etc., et qui peut être fait, donc la rencontre postnatale est faite par une sage-femme normalement. Je ne connais pas d'autres professionnels de santé qui la font. La visite postnatale peut être faite par la sage-femme, par le gynécologue, par le médecin traitant formé. Et donc, cet entretien postnatal précoce est pris en charge à 70%. Les deux suivis postnatals comme cote SP9 sont pris en charge à 100% et aussi la rééducation jusqu'à 1 an après l'accouchement. Et la visite postpartum entre 6 et 8 semaines est prise en charge aussi à 100%. La seule consultation dans laquelle on va vous demander votre partie de 30% à régler, c'est la rencontre postnatale précoce, mais qui est très importante, hein, parce que moi, je détecte vraiment des mal-être postnataux, même sur des femmes qui ne pensaient pas, quoi. Voilà, comme je vous disais, la consultation médicale postnatale prise en charge à 100%. La rééducation périnéale et abdominale, alors, si vous en avez besoin, alors, la personne qui est formée pour tester votre périnée vous dira si vous en avez besoin. Les médecins sont formés, ceux qui sont périnéologues, qui s'occupent vraiment de périnée, mais plutôt ce sont les sages-femmes et les kinés qui sont plus amenés à vous faire un bilan réel. Les sages-femmes peuvent réaliser votre rééducation sans ordonnance. Les kinés ont besoin d'une ordonnance qui doit être faite par non, pardon, par un médecin. Parce que les kinés ne sont pas habilités à réaliser des actes prescrits par des sages-femmes. On ne sait pas pourquoi, malgré on suit la grossesse pour tout. Ça, on ne peut pas le faire. Donc, si vous avez
une rééducation abdominale à faire chez un kiné, il faut une prescription d'un médecin. Donc, si vous êtes suivi par une sage-femme dans tout, ça va être votre médecin traitant qui vous le fait. Si vous êtes suivi par un gynéco, c'est votre gynéco qui peut vous le faire ou votre médecin traitant. Alors, l'arrivée d'un bébé a un changement important, surtout sur un premier bébé. Ça change la vie, on le sait. Donc, il y a des émotions négatives, effectivement, qui peuvent arriver, mais qui sont communes à tout le monde. Vous n'êtes pas une mère indigne si un jour vous vous sentez un peu fatigué, déprimé, et après ça passe. Disons que ça dépend de la durée de ces symptômes. Le baby blues, c'est quelque chose de très précoce qui se passe après l'accouchement, qui est à la maternité ou en rentrant de la maternité. Donc, si vous ne sentez pas bien à la maternité, n'hésitez pas à en parler aux sages-femmes qui passent dans les services. Et ça passe, hein. Les femmes pleurent, elles sont fatiguées, etc. Ça passe, elles se rendent compte. Disons que ça peut être un peu Jean qui rit, Jean qui pleure. Tandis que la dépression postpartum, c'est pas du tout ça. Ça peut être vraiment un mal-être qui va continuer après le baby blues et qui se prolonge jusqu'à la fin de de la période des suites de couches qui dure entre 6 et 8 semaines après l'accouchement ou qui se manifeste justement quand on fait la période où était placée cette rencontre postnatale entre 4e et 8e semaine post-accouchement, c'est parce qu'on a vu que dans les études, c'est là qu'elle se manifeste. Et donc là, il ne faut pas rester tout seul, c'est pas la même chose. Souvent, les femmes, elles ne se rendent pas compte et il faut que vous parliez soit à votre conjoint, soit à votre entourage, soit aux professionnels de santé qui vous suit et qu'on vous tienne à l'œil. Et comment évaluer son bien-être émotionnel? Alors, vous pouvez l'évaluer avec un professionnel de santé. Si vraiment vous ne voulez pas le faire, vous l'avez aussi une échelle émotionnelle sur le site de mes premiers jours que si vous la faites toute seule, après, de toute façon, ça vous renvoie toujours à un professionnel de santé. Et mon parcours aussi, voilà, dont on a parlé tout à l'heure. Prenez soin de vous, non seulement physiquement. Et alors, la santé de l'enfant durant les premiers jours. Vous savez, l'enfant a droit dès sa naissance, tout au long de son enfance, d'un suivi médical continu qui est effectué par pédiatre, médecin généraliste en libéral ou en PMI. Alors, actuellement, vous avez des pédiatres et vous avez des médecins qui sont formés. Ils ne sont pas des pédiatres, ils se font appeler pédiatres, mais ce n'est pas les pédiatres, ce sont des médecins généralistes qui sont très bien formés pour suivre les enfants. Certaines qui le font dans leur, disons, activité de médecin généraliste, ils prennent des rendez-vous pour suivre les enfants, et certains qui font que ça. Ils font les suivis de bébés. Heureusement, parce que les pédiatres sont assez rares. Voilà, donc vous pouvez avoir comme une bonne... pour savoir si votre médecin fait les suivis, vous pouvez lui demander, bien sûr, mais si vous voyez qu'il y a un pèse-bébé dans son bureau, s'il y a des jouets pour enfants dans sa salle d'attente, là, ça signifie que le médecin suit les enfants. Parce qu'il y a des médecins qui n'ont pas le temps et ils n'ont pas leur profession de santé, les porte à suivre autre chose que les enfants, hein. Donc, il y a des examens pratiqués dès sa naissance par l'équipe médicale de la maternité. Donc, il y en a deux. Un dépistage néonatal à la maternité de certaines maladies, c'est le test de Guthrie. Ce sont des maladies métaboliques qui sont testées avec une prise de sang au talon normalement ou sur la main. Des examens médicaux obligatoires pris en charge à 100%. Alors, à 8 jours de vie, on les met obligatoires. Enfin, l'examen de 8 jours pour les femmes qui sortent sur une sortie standard, c'est celui qui est fait par le pédiatre à la sortie. Si vous sortez avant les premières 72 heures du bébé, il y a un examen obligatoire à faire avec un médecin au 8e jour, donc une semaine après. Et si vous sortez sur une statut standard, donc on a un examen à 15 jours qui peut être fait par un médecin ou par une sage-femme. Nous, on peut faire que celui-là. Et l'examen de 1 mois qui est fait par un médecin, donc généraliste ou pédiatre ou généraliste formé en pédiatrie. Voilà, il y a 20 examens pris en charge à 100%. Et par rapport à ça, après, je vous parlerai du carnet de santé nouveau qui est sorti. Voilà. Et donc, c'est des examens de prévention hein, pour la santé de l'enfant. Il y a tout écrit. L'enfant est pesé, il est surveillé. On vous donne des conseils pour le sevrage si vous allaitez.
Euh, il y a plein de choses qui sont les vaccins, il y a tout ça qui est mis en place par la personne qui suit votre bébé. Alors, prendre la décision d'allaiter ou de ne pas allaiter, c'est une décision qui vous revient. Chacun doit agir en son âme et conscience et personne va vous juger si vous décidez d'allaiter à outrance ou si vous décidez de ne pas allaiter. Ça, c'est la première chose que vous devez entendre. Une femme qui ne veut pas allaiter, ne veut pas allaiter, ben, elle sera une très bonne maman, même si elle n'allaite pas. Une femme qui veut allaiter, ben, elle allaitera. Donc, la seule chose que je ne peux pas vous dire en tant que professionnel de santé, c'est de vous dire que le lait maternel est pareil que le lait maternisé. Parce que c'est pas vrai. Ça, c'est sûr. Au niveau scientifique, même s'il y a une charte très importante que les laboratoires qui produisent les laits maternisés suivent et qui améliorent de plus en plus tout le temps, même eux, ils vous le disent, le lait maternel, c'est le premier lait pour l'enfant de l'humain. Nous sommes les femelles du mammifère humain et notre corps produit un lait pour ce bébé mammifère de l'humain. OK. Donc là, il faut prendre le temps, il faut discuter. La sage-femme sert aussi à ça. Mais si vous ne sentez vraiment pas dans votre force intérieure qu'il ne faut pas allaiter, vous ne vous devez pas vous forcer. Après, il y a des femmes qui disent, moi j'essaie et je vais voir comment ça se passe après. C'est possible aussi. C'est possible de faire ce qu'on appelle la tétée de bienvenue. Donc, donner le colostrum, qui va être le premier liquide qui va ouvrir le système digestif de votre enfant à la place d'un lait maternisé. OK, il est très riche en anticorps, vous lui passez plein d'anticorps, plein de choses. Et cette première tétée de bébé est très importante. Après, il y a des femmes qui, pour des problèmes traumatiques, ne veulent pas que quelqu'un touche leur sein, ni la bouche d'un bébé, ni quoi que ce soit. Et donc, ces femmes-là ne feront pas la tétée de bienvenue. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça va être accepté quand même. Il ne faut pas se sentir jugé. C'est quelque chose qui est conseillé. Mais pareil, si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas allaiter, il ne faut pas se forcer. Les professionnels de santé sont là à votre écoute. Il y a les séances à la préparation à la naissance à la à la parentalité. Après, il y a les conseils d'allaitement. On vous ne laisse pas. C'est sûr qu'une femme qui donne le biberon, entre guillemets, souvent a moins de problèmes qu'une femme qui allaite au début, parce qu'allaiter, même si c'est naturel, ce n'est pas comme une lettre à la poste pour certaines femmes. Et souvent, les femmes culpabilisent sur l'allaitement, alors que c'est le bébé qui ne tète pas comme il faut, qui ne prend pas le sein comme il veut, comme il doit, ou plutôt, il le prend comme il veut, etc., etc. Et tout ça, on est là pour vous aider. Si vous souhaitez continuer l'allaitement, on est là pour vous aider. Et donc, vous avez les professionnels de santé, sage-femme dans la PMI, sage-femme libérale, euh, pédiatre, médecin sur l'allaitement, des fois, il y en a très peu qui sont calés. Il y a une seule que je connais, consultante en lactation et médecin généraliste, mais elle est à Boisseron, donc entre, disons, Montpellier et Sommières. Et sinon, vous avez des consultantes en lactation, mais il ne faut pas aller voir que elles, dans le sens que si elles étaient des professionnels de santé, oui, mais sinon, toujours en binôme avec une sage-femme ou un médecin. Alors, bien évidemment, que tout moment passé à interagir agréablement avec votre bébé prépare l'apprentissage au langage. Il faut que le bébé soit stimulé, il faut que vous lui expliquez, que vous parlez avec lui, parce qu'il comprend déjà avec les intonations de quoi vous êtes en train de lui parler. Le bébé n'est pas un tube digestif qui boit et fait caca. Il a un monde à soi et il est une éponge. Au début, il y a même une espèce de incapacité à se dissocier de la mère. Donc, il faut absolument que vous lui parlez, que vous le prenez dans les bras s'il a besoin, parce qu'il est resté 9 mois avec vous. Et c'est normal qu'il ne veut pas rester dans un lit tout seul au début ou dans un transat tout seul et que s'il pleure, ce n'est pas un caprice. OK? On parle du début. Il est profité de moments de routine pour expliquer, pour lui dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec lui quand vous le changez, quand vous lui prenez le bain, quand vous lui donnez à manger. Il y a des habiletés qui sont dans le cerveau du bébé et qui se sont stimulées. Elles vont être après développées comme il faut. Pour mon premier enfant, on ne peut pas proposer la tétée de bienvenue
Dois-je insister pour mon second enfant à naître prévu en mars si je ne veux pas l'été? Après, par la suite, cet été de bienvenue, est-ce grave? Non, ce n'est pas grave et ce n'est pas normal qu'ils n'ont pas voulu vous proposer la tétée de bienvenue, peut-être parce qu'il y avait une raison médicale et que le bébé était éloigné de vous. Je ne sais pas, je me demande pourquoi. Parce que dans tous les accouchements, même pour les césariennes, le bébé est mis sur la poitrine de la maman et ils ont la compétence d'aller téter. Et si le bébé dort parce qu'il est fatigué de l'accouchement, on attend et on fait un pot contre pot et le bébé tète. Donc, vous pouvez l'exiger. S'il n'y a pas de raison médicale, s'il n'y a pas une détresse respiratoire ou quoi d'autre qui fait que le bébé est amené pour des petites manœuvres de réanimation, il n'y a pas de raison pour que la CT de bienvenue ne soit pas faite. Un, si vous la faites et vous ne l'étiez pas après, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas stimuler les seins pour que vous ayez une montée de lait. La montée de lait se fait pour toutes les femmes qui n'allaitent pas qu'ils fassent la tétée bienvenue ou pas, parce que du moment où vous allez avoir la délivrance, c'est-à-dire la sortie du placenta, il y a un jeu hormonal qui se met en place dans votre sang, il y a la prolactine qui prend le dessus, et toute femme qui a accouché, même si elle ne veut pas allaiter, elle a une montée de lait, sauf si elle prend un médicament qui est donné très peu maintenant, à une montée de lait. Seulement que la maman qui n'allaite pas l'aura un petit peu plus longtemps, et pas au début, dans les 24 heures, 48 voire 72 heures, comme une femme qui a un bébé qui sollicite c'est ça. Non, c'est 2027. Ouais, le congé de naissance, ce sera pour 2027. Là, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. J'ai eu une augmentation mammaire il y a 2 ans. Puis-je quand même allaiter? Un plan Alors, sous muscle, un dual plan. oui, oui, mais c'est des fois un peu plus difficile. Il faut vraiment essayer et voir ce qui ça donne. Parce que même si vous donnez juste le colostrum ou un peu de lait au début, vous avez déjà donné quand même quelque chose à votre bébé. Et les personnes qui vous accompagnent euh, certaines femmes peuvent allaiter avec ce type d'intervention mammaire que vous avez eu. Mais c'est un peu plus difficile. Donc, pour reprendre notre question, Oui. en fait, on peut commencer à allaiter un peu et si on arrête, c'est pas grave, en fait. C'est ça le sens de la Alors, si on question. arrête, c'est pas grave, mais si on arrête de suite. Hmm. Enfin, ce n'est jamais grave si on Oui. arrête, mais il ne faut pas arrêter d'un coup. Parce que si l'allaitement, c'est comme la demande de la loi de la demande et de l'offre. Si, à part le début où il y a une montée de lait qui se fait pour tout le monde, même si on n'a pas un bébé qui tète, la continuation de la production de lait est due que à la tétée bien faite du bébé. OK? C'est le bébé demande, le sein produit. Un tire-lait demande, le sein produit. Il y a des femmes qui veulent faire le tire-allaitement, c'est-à-dire elles ne veulent pas mettre le bébé à leur sein, donc elles se tirent leur lait et leur donnent. C'est difficile, c'est plus difficile que donner le bébé au sein, mais des fois, les femmes, elles y arrivent. Ça dépend de la volonté qu'ils ont, parce qu'il faut tirer toutes les 2 3 heures, il faut gérer le nettoyage de tout ça, alors que quand on donne le sein, bon, on le donne, et basta, il y a les biberons et tout ça, mais bon, c'est possible. Quand on veut arrêter, si on l'a fait qu'une fois, ça va, ou deux. Mais si on veut arrêter après qu'on a allaité une semaine, il ne faut pas stopper d'un coup, sinon vous allez avoir un engorgement. Donc vous allez stopper petit à petit et vous demander aux professionnels de santé qui vous suivent la conduite à tenir. Donc l'assurance maladie vous accompagne pendant Ça, votre c'est grossesse et les chouette. premières années. Moi, je n'accompagne pas en tant que sage-femme les bébés, enfin les enfants dans les premières années comme sage-femme. Alors, Donc ça sera Christelle ouais, qui là, vous on dit est tout un peu ça. sur la partie administrative. Donc, si vous avez des questions, que ce soit au niveau de la CAF ou Caisse primaire d'assurance maladie, voilà, n'hésitez pas à les poser. Donc, je parle toujours du 36 46 pour le téléphone et surtout votre compte Amélie pour tout ce qui est assurance maladie. Vous avez donc le chatbot, hein, vous pouvez lui poser des petites questions. S'il ne répond pas aux questions, vous lui dites. Ça vous renvoie sur une page où vous pouvez écrire en toutes lettres votre mail qui est envoyé à un conseiller qui après vous répond. Si les réponses sont très précises, je le dis parce que je sais qu'on va avoir la question. Question sur les indemnités journalières. N'hésitez pas aussi à prendre des rendez-vous, que ce soit en physique ou en téléphonique. Donc là, vous avez des conseillers qui vont aussi prendre le temps de vous répondre pendant une demi-heure sur tout ce qui peut vous poser souci de cet ordre-là. Donc pendant votre grossesse, vous allez recevoir un guide pratique ma maternité.
il est mis à disposition sur votre compte Amélie. Vous avez donc aussi tout au long de la grossesse des informations par courrier, email et SMS pour prendre soin de votre santé durant la grossesse. Ouais. Donc cette fameuse invitation à l'examen bucco-dentaire, qui est donc valable 6 mois après l'accouchement. Une invitation donc, pour bénéficier du vaccin contre la grippe saisonnière. L'information au 8e mois de grossesse sur la préparation du retour à domicile. L'information donc en début de grossesse aussi sur l'entretien prénatal précoce. Mhm. Et en fin de grossesse ou après l'accouchement sur l'entretien Donc, postnatal vous n'avez précoce. pas besoin que votre gynéco vous dise de le faire. Vous avez ça Il y sur. a quand même un rappel en fait, oui, sur le Oui, compte Amélie qui vous oui. dit là, en fonction de là où vous en êtes sur la grossesse, vous avez ça à faire, ça. Il y a des Mm. ateliers maternité aussi qui sont faits de temps en temps. Alors, ça peut Comme être à celui-là. l'hôpital, à Ouais. CPM, en webinaire comme Mm. aujourd'hui. Je vois qu'on a des questions. Donc là, on était sur de la santé. Je n'ai pas de bout de téton, mais lors de ma première grossesse, j'ai tiré mon lait car c'était très important pour moi. Y a-t-il une méthode particulière pour m'aider? Car j'aimerais vivre ça. Je suis à Arnaud de Villeneuve. Alors, si vous avez malformation du mamelon, si c'est juste un mamelon rentré, le bébé pourrait, ou le tire-lait, le faire sortir avec la succion ou la force de ventousage du tire-lait. Mais sinon, s'il y a des petits mécanismes qui peuvent se mettre sur les mamelons, s'il s'agit de ça, après, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas le bout de téton parce que je ne vous ai pas vu. Vous devez demander, quand vous allez voir la sage-femme pour votre suivi mensuel Arnaud de Villeneuve, vous lui en parlez, vous lui montrez votre sein et vous lui dites si elle peut faire quelque chose pour vous parce qu'elle est une consultante en lactation Arnaud de Villeneuve, donc vous pouvez la solliciter. Alors, actuellement en congé parental de mon enfant de 2 ans, à quel moment dois-je l'interrompre pour basculer en congé maternité? Quelle est la démarche? Là, je saurais pas vous répondre, mais j'ai un doute que vous puissiez, en tout cas, être indemnisé sur un congé maternité après un congé parental. Ce qu'il faudrait faire là, justement, c'est prendre un rendez-vous téléphonique au niveau de l'assurance maladie. Donc, via votre espace, hein, sur le compte Amélie, prendre un rendez-vous, prenez un rendez-vous téléphonique, ce sera au plus simple. Vous cochez bien indemnité journalière pour avoir un rendez-vous suffisamment long pour vous expliquer avec l'agent. Moi, j'aimerais bien faire des ateliers maternité, mais pour le moment, on m'a rien proposé de plus que cette visio. Y a-t-il à Arnaud de Villeneuve des exercices? Alors, de ce que je sais, Arnaud de Villeneuve, il y a des ateliers sur les perturbateurs endocriniens, c'est tout. Et ils ne font pas de cours de préparation à la naissance parce qu'ils n'ont pas le personnel ni le temps pour le faire. Ça, vous pouvez le trouver chez vos sages-femmes, mais ce ne sont pas des ateliers. Dans les cliniques privées, vous avez des ateliers qui sont payants. Ils font atelier allaitement, atelier ceci, atelier là, que pour les gens qui vont accoucher dans les cliniques, par contre. Alors, pour le papa, comment ça se passe pour le congé paternité? Donc là, le congé paternité, généralement, ben, il faudra informer l'employeur, voilà, mon enfant va naître à telle date. Et à partir du moment où il y a la naissance, le papa, il prend son congé paternité. Donc de mémoire, je crois qu'il a 4 mois pour le prendre. Toujours pareil, si vous avez des questions vraiment très précises comme ça, il passe par son compte Amélie, il pose la question, chatbot, il aura une réponse ou prenez un rendez-vous téléphonique. Parce qu'après, il y a du cas par cas, selon si la personne est salariée, s'il est indépendant, s'il travaille à la MSA. Hmm. Voilà. C'est- Nous, on vous parle de façon générale, mais voilà, il y a toujours le réflexe Amélie. Vous passez par la MSA aussi, s'il a la MSA. Pour information, il faut demander à votre employeur de cesser le congé parental D'éducation. d'éducation pour basculer en congé maternité et avoir droit aux IJ de la CPAM. Ensuite, après, il y a quelqu'un qui nous l'a répondu. Après le congé maternité, vous pourrez redemander un congé parental pour le nouveau bébé. Très Merci bien. pour la réponse. Voilà, mais après, je vous dis, n'hésitez pas à utiliser votre compte Amélie. C'est 6 mois pour le congé paternité. Ok. Non, spécialiste, hein, CPAM. Ouais, c'est bien. Voilà, enfin, voilà, nous, on est sur la santé, on ne répond pas aux questions précises sur tout ce qui est administratif. Voilà, on vous donne des explications d'ordre général. Justement, après, si vous avez des questions donc, sur la santé, dans le compte Amélie, donc sans vous connecter, là, je parle sur amélie.fr de façon générale, devenir parent.
Vous allez également là directement sur santé, devenir parent et grossesse. Tout ce qui est question démarche et droit, droit et démarche, la parentalité. Voilà, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Alors, à savoir que dès la réception de la déclaration de grossesse, on vous envoie, nous, par courrier ou compte Amélie, le calendrier personnalisé du suivi de grossesse où justement vous retrouvez les examens à réaliser. Pensez aussi à activer la partie J'attends un enfant qui va vous permettre d'avoir aussi des conseils. Et une fois que l'enfant est là, vous pouvez activer aussi l'espace J'accompagne les premiers pas de mon enfant. Voilà, vous avez tout ça à l'écran. Donc le calendrier, l'espace prévention personnalisé, le guide pratique que vous recevez aussi par compte Amélie, j'accompagne les premiers pas de l'enfant. Et vous recevez aussi des informations par mail et SMS sur les principaux âges des examens obligatoires de l'enfant. Je crois qu'on a des questions. Alors pareil, là, tout ce qui est questions précises, administratives, voilà. Vous passez par 36 46. Là, on est plus sur un webinaire sur tout ce qui est santé, prévention. Moi, je vous donne juste un petit peu le chemin à suivre pour avoir les réponses, mais je rentre pas dans le détail administratif. Avec plaisir. Merci pour les réponses, on nous dit. Merci à vous. Alors, toujours pareil, là, vous avez quelques petits sites qui sont intéressants dans votre situation. Vaccination Infoservice pour tout ce qui est vaccination. Tabac, si vous avez des questions pour arrêter de fumer ou si vous êtes sur un entourage de fumeurs. Vous avez le site et l'application. Tabac Infoservice. Le même Alcool Infoservice. Les 1000 premiers jours. Et le site de l'ANSM par rapport aux questions sur les médicaments pendant la grossesse. Donc ANSM santé.fr, dossier thématique, médicaments et grossesse. L'ANSM, c'est Agence nationale de surveillance médicaments. Voilà. Après, nous, on a un site, les professionnels de santé, que c'est le CRAT, et il y a toutes les études et tout, donc on sait, par exemple, avec quoi on peut remplacer un médicament si on doit en donner un forcément enceinte, etc. Donc voilà, là je vous ai mis un petit peu quelques flyers. Donc vous pouvez aller sur le site Santé publique France et vous retrouvez aussi quelques informations. Donc toujours l'alcool, le tabac, la coqueluche, donc tout ce qui est vaccination. Il y a aussi un guide sur l'allaitement. Et là, donc la NSM, toujours ce qu'on vous a dit. Alors, est-ce que vous avez des questions? Bon, je vois qu'il y en a encore deux. Est-ce que la CEPAM proposera d'autres ateliers santé? Si oui, la liste sera affichée et où? Alors, généralement, on en fait deux par an de webinaires et on invite les femmes enceintes sur les 8 derniers mois. Ce qui fait qu'en général, on arrive à peu près toutes les femmes enceintes sur l'année. Mais ce ne sera pas affiché, non. Les espaces prévention sont-ils accessibles sur les comptes Amélie des papas? J'ai un doute là. Parce que le papa. Normalement, l'espace prévention, il est peut-être rattaché par rapport à l'enfant sur le parent qui a l'enfant rattaché en priorité. Une fois que Je ne l'enfant sais est pas là. du tout. Ils peuvent l'avoir les deux. Il y en a un qui est Alors, prioritaire. non, une fois que l'enfant est là, c'est celui qui a l'enfant rattaché en priorité qui aura les informations sur l'enfant. Et puis sur ce qui est prévention, c'est la mère, hein, avant l'accouchement. Ça dépend de la filiation en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, j'en C'est vois bon. plus là. Je pense qu'on a répondu à tout. Oui. Bon, écoutez, très bien. Je vous Bon. remercie en tout cas d'avoir pris le temps de nous écouter, Oui. de nous poser des questions, de participer. Merci pour ce webinaire. Eh ben, merci à vous, en tout cas, de nous avoir écoutés. Ben oui, merci. Passez une bonne journée. Tout le monde. Au revoir. Au revoir.